Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions, bon après-midi et surtout bienvenue à votre programme, votre magazine de l'information. On refait la presse sur les antennes de Kem10 Télévision, vous le savez, c'est 90 minutes depuis partage d'informations. C'est 90 minutes qui vous permet d'aller au cœur de l'actualité même et de pouvoir en cerner le sens. Cela va se faire avec mes invités présents sur ce plateau et bien évidemment nous allons revenir donc avec un thème central. Nous allons parler de l'établissement de la production et la distribution des cartes nationales d'identité et le processus qui s'accélère. Nous allons revenir sur cette actualité, fidèles téléspectateurs. Peut-être une bonne nouvelle pour ces millions de Camerounais qui jusqu'à présent croupissent ou tout simplement souffrent pour donc avoir leur carte nationale d'identité. Nous en parlerons et bien sûr tous les autres faits qui sont donc au cœur de l'actualité de ce matin, fidèles téléspectateurs. Vous êtes la bienvenue une fois de plus. Pourquoi ne pas vous présenter mes invités puisqu'ils sont déjà tous installés sur ce plateau et je vais commencer par donc le journaliste politique, lui c'est Antoine Zanga qui prête sa voix ce jour et son image à cette émission pour donc vous permettre de mieux cerner l'actualité traitée par nos confrères de la presse écrite. Bienvenue. Merci, je voudrais dire modestement que c'est plutôt cette émission et ce média qui permettent que je puisse mettre mon image et mon nom en relief. Alors, bon après-midi aux copanélistes, bon après-midi à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui regardent cette émission religieusement. Merci bien Antoine Zanga d'être sur ce plateau. De notre côté, on a donc Christian Noël Kaljop qui est de retour après avoir profité longuement d'un congé et enjoy, je vais le dire ainsi. Donc il est de retour sur ce plateau pour vous permettre une fois de plus de mieux cerner l'essentiel de l'actualité. Bienvenue. Oui, merci Claudia, merci à mes co-panélistes, merci à tous ceux qui regardent l'émission On refait la presse, particulièrement à quelqu'un que je veux déjà remercier parce que chaque fois il me dit je t'ai vu à Kem10 Télé, il s'agit de Monsieur Fouda Michel qui est de la DFM. Il est aussi délégué du personnel au ministère de l'Éducation de base. Je dis aussi grand merci au PDG que j'ai eu la chance de voir pour une première fois, qui nous permet vraiment de nous mouvoir et de parler de l'actualité de notre pays, le Cameroun. D'accord, merci bien Christian Noël Kaljop. Notre visage, c'est celui d'Alden Nganchu, qui est donc sur ce plateau. Bienvenue. Merci Claudia, bon après-midi à tous les téléspectateurs. La voix écorchée un tout petit peu. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de la chaîne qui monte en puissance. Bon après-midi à mes copanélistes qui sont déjà copieusement installés sur le plateau. Permettez-moi de dire bon après-midi à la jeunesse qui est résolument engagée pour les inscriptions sur les listes électorales, peu importe le bord politique. Et puis vous me permettez, puisque nous sommes à la veille de la 52e édition de la fête de l'unité nationale, de dire bon après-midi à toute ma belle famille, l'invoque de Beau, parce que l'unité nationale également est un fait chez nous, dans le Ndé, à Bazou. D'accord. Merci bien Alden Nganchu, responsable de la communication à OAS Capital et de beaucoup d'autres choses. Moi j'aime le dire ainsi. Puisque le décor est planté, les invités connus, fidèles téléspectateurs, allez en kiosque. Fidèles téléspectateurs, vous êtes donc nombreux à nous suivre dans vos lieux de travail, dans les bureaux, je vais dire dans les maisons, et dans les points tout simplement de restauration pour tous ceux-là qui ont dans l'occasion de pouvoir se servir, de pouvoir être à table cet après-midi. Bon appétit à vous. Quant à nous, on entre en kiosque et le journal Le Grand Forum est le premier journal à aborder sur ce plateau qui nous plonge au cœur même de la présidentielle 2025. Le journal nous informe que Henri Yébéa ici multiplie les stratégies. C'est après avoir reçu donc récemment le président fondateur du PCRN, Robert Conan,
et le chef donc de la délégation permanente du département du comité central du RDPC pour la Liquier a donc accordé le 11 mai dernier une audience au sénateur MDR Paulin Njoué et le président du FDC, Denis Emilien Atangana. L'élection présidentielle prévue l'année prochaine a meubler donc les échanges entre les hommes politiques de l'opposition et l'hierarque donc du parti au pouvoir. On poursuit avec une autre actualité. Cette fois-ci, c'est Nouvel Horizon qui nous parle de la décentralisation. Est-elle appliquée au Cameroun? Un questionnement que nous propose donc le journal la Nouvelle Horizon, parution de ce jour au Cameroun. Justement, nous dit le journal, la décentralisation implique le transfert de certaines responsabilités de l'État aux collectivités. Cependant, les communes sont donc confrontées à d'importants défis pour répondre aux besoins de la population, comme c'est le cas à Mouloundou, une commune située à 1000 km de Yaoundé à la frontière de Congo-Brazzaville. Le journal nous informe donc que cette localité négligée souffre d'une grave pénurie de ressources financières et d'infrastructures. Malheureusement, cette décentralisation reste limitée par le pouvoir central, selon donc Nouvel Horizon, parution de ce jour, qui revient sur cette actualité en page 3 et 4. L'économie quotidien nous parle des perspectives et des économistes qui parlent de l'avenir du Cameroun. C'était donc Emmanuel Noubissi, Eugène Niabal, Martin Abega, qui se sont exprimés hier à Yaoundé au cours d'une conférence organisée par l'Economy Media Group et qui célébrait la publication du numéro 3000 du quotidien L'économie. L'actualité donc est mieux détaillée dans les colonnes du journal. Paix et développement, le docteur Manaouda mobilise dans le Mayo Tsanaga. Le docteur Manaouda Malachi, figure politique influente de l'extrême nord, a récemment organisé donc des concertations dans le Mayo Tsanaga pour favoriser le développement et la paix. Les leaders d'opinion de divers secteurs ont participé à cette rencontre et discutant donc des obstacles du développement tels que l'insécurité, les pressions fiscales et l'accès aux services sociaux sont entre autres quelques actualités abordées au cours donc de ce rassemblement. Production, délivrance des CNI et autres, Cameroun Tribune nous dit ça ira plus vite. Le contrat signé à Yaoundé entre la délégation générale de la Sûreté nationale et le consortium authentique va donc permettre à ce dernier de construire 3 centres de production dans les villes de Douala, Garoua et Yaoundé et des centres régionaux d'enrôlement dans les chefs-lieux des régions et départements, assortis de près de 20 à 25 postes d'identification. Une mobilisation qui va donc permettre aux Camerounais d'obtenir le titre identitaire en 48 heures à partir de la fin de cette année. Information à suivre de la page 16 à la page 17. On poursuit avec une autre actualité cette fois-ci, et si on parlait de la pénétrante nord de Yaoundé, bientôt la fin du calvaire. C'est l'information qu'a choisi de mettre à sa une Terre Promise Hebdo, nous informant que les travaux d'élargissement du tronçon Olembe échangeur d'Obala seront réalisés en 24 mois, un projet financé par les reliquats des prêts de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Des projets d'aménagement de la route Batchengan-Tui Yoko Lena à hauteur de 248 milliards de francs CFA et de la route Mintom Lele Ntambala phase 2 à hauteur de 261 milliards de francs CFA, le tout donc portant. Et on parle également d'une hauteur de 23 milliards de francs CFA. Le journal nous en dit long.
Poursuivons avec le quotidien Émergence en kiosque ce matin qui nous parle du commerce. Le déficit commercial du Cameroun dépasse 2 milliards de francs CFA en 2023. Des chiffres que nous propose donc de revisiter le quotidien Émergence dans ses colonnes. Mobilité urbaine à Yaoundé, les prescriptions du MINDU pour l'avancée des travaux. C'est l'actualité qu'a mise donc à sa grande une le quotidien parution de ce matin qui nous informe que Célestine Ketia Cortés a effectué en fin de semaine dernière sa traditionnelle visite des chantiers visant à améliorer la mobilité urbaine dans la capitale dans les capitales camerounaises. Après avoir évalué le taux d'avancement des différents travaux en cours, le ministre de l'Habitat et du développement urbain a demandé aux entreprises judiciaires et les bureaux d'études techniques d'accélérer ou donc de démarrer les travaux en vue de rattraper donc le retard observé dans les exécutions. On poursuit avec Sans détour qui nous renvoie cette fois-là du côté de Kribi pour parler de l'affaire PAD, cabinet à tout. Ces vérités ignorées qui attisent des procès à répétition. Le journal de nous informer que c'est la récurrence et la multiplication des procédures judiciaires entre les deux entités qui masquent donc mal les calculs pernicieux de quelques barons du système qui profitent de leur position pour fouler aux pieds les bases judiciaires de la relation entre le cabinet conseil à tout et le port autonome de Douala, avec en ligne de mire l'obsession aveugle de ces derniers de s'enrichir outrancièrement et frauduleusement sur le dos de l'État du Cameroun. De quoi est-il véritablement question dans cette affaire? C'est donc à lire dans le journal. Discipline et drogue en milieu scolaire, l'opération musclée de la police. Pointe info matin en kiosque ce matin, c'est donc sous la houlette de la DGSN Martin Barganguele. Une récente descente ce 13 mai de la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires dans les lycées et collèges de Yaoundé a permis de saisir un important stock d'armes blanches, de stupéfiants dans les cartables donc de certains élèves. Parlons santé, cette fois-ci c'est avec le quotidien Éco-Santé, Société camerounaise d'adolescents en abrégé Sodako. Le premier congrès scientifique de la santé des ados de la Sodako s'ouvre ce 14 mai 2024 à Yaoundé. C'est l'information que nous donne le quotidien Éco-Santé de ce matin. Et nous précise donc que ces décideurs et personnes de la santé, des spécialistes intervenant dans la santé des ados, les représentants des associations d'adolescents, des partenaires institutionnels du ministère de la Santé, les champions de la course et des ados sont donc attendus à ce rendez-vous. Lire en page 7 le dossier prévu pour cette actualité. Parlons sport, cette fois-ci, c'est avec le Pélican en kiosque ce matin, première sélection de Marc Brice. Le journal titre unanimité. Depuis des années, une sélection n'avait jamais été appréciée par les fans du football comme celle rendue publique vendredi par Marc Brice, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. C'est donc l'actualité qu'a choisi de traiter le journal Le Pélican. Quant à l'info à chaud, parlant toujours de sport, le journal titre revirement Marc Brice dans l'étau. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a présidé le lundi 13 mai 2023-2024 au siège de la Fédération une importante séance de travail à laquelle ont donc participé les membres du staff des Lions indomptables nouvellement nommés par Samuel Eto'o, avec à leur tête l'entraîneur sélectionneur Monsieur Marc Brice. La FECAFOOT se félicite de ce retour à la sérénité et rassure de sa bonne disposition à
respecter les très hautes prescriptions du chef de l'État consacrées par la loi et l'arsenal réglementaire en vigueur. On sort avec mutation qui n'a pas laissé échapper cette actualité. MINSEP FECAFOOT, instruction contre prescription. Le journal nous dit que le feuilleton autour de la désignation du personnel d'encadrement des lions indomptables a connu un nouvel épisode hier. Les deux parties en conflit se prévalent dans des hautes directives du chef de l'État. Qui a raison finalement? Dans tous les cas, allez en kiosque, fidèles téléspectateurs, ou simplement sur les plateformes numériques pour vous informer davantage, mais surtout vous pouvez vivre la presse camerounaise. Et bien, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre cet après-midi. Nous parlons de l'actualité. Pour toucher quelques-unes qui sont donc parues dans les parutions de ce matin, pourquoi ne pas permettre à vous, Antoine Zanga, de commencer? Merci donc de me passer la parole, puisque nous parlerons désormais de la CNI vers la fin de cette émission. Moi, je voudrais féliciter un journal qui a traité de cette affaire des lions indomptables. Le journal Le Pélican. Oui. Il faut voir l'angle de traitement du journal Le Pélican. Le journal Le Pélican titre Unanimité. Oui. Le journal Le Pélican parle de la liste des 31 présélectionnés. Et donc, c'est un journal qui... Je ne connais même pas trop qui est le promoteur de ce journal. Mais le journal sort de la polémique pour vous parler de l'essentiel en réalité. Parce que, vous voyez, les Camerounais aiment énormément le sensationnel. Et donc, ils sont sortis de là pour vous dire que, ok, pendant que vous discutez de tout ça, voilà, les joueurs qu'on a présélectionnés, qu'est-ce qu'on dit de ces joueurs? Quelles sont les performances de ces joueurs? Et ils ont titré sur ce joueur. Et je trouve ça, je trouve ça très intelligent journalistiquement parlant. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de rentrer dans la polémique, de rentrer dans le sensationnel, tout en évitant même ce qui est important. Il parle de l'unanimité, effectivement. J'invite les spécialistes, justement, à jeter un coup d'œil, comme ce journal a jeté un coup d'œil dans cette liste, sur cette liste, pour voir quelles sont les capacités. Parce qu'au-delà, on peut finir de discuter, et puis après, on règle même le problème. À la fin, à la veille de la double rencontre avec l'Angola et le Cap-Vert, on se rend compte qu'on a sélectionné des gens qui n'avaient même pas de niveau. Parce que, voyez-vous, il y a un joueur là, m'a dit que, bon, pas qu'on m'a dit, il semblerait que le joueur en question jouerait en Ukraine. Je ne sais pas, soit en première division, en deuxième division, mais vous connaissez le contexte mondial, le contexte international, le contexte ukrainien. Et donc, si vous jouez dans un tel environnement, il est fort probable qu'on puisse émettre certaines réserves. Donc, je pense qu'il est important pour les spécialistes aussi de se pencher sur ces joueurs-là, parce qu'il y a des joueurs-là qui jouent en deuxième division dans des championnats vraiment qui ne sont pas très cotés, pour parler vraiment avec beaucoup de respect. Je pense qu'il faut qu'on jette aussi un peu un regard sur cette liste-là, au-delà de la grosse polémique qui est alimentée sur les réseaux sociaux et au sein des chaumières. D'accord, parlons de sport. C'est donc le journal Le Pélican de Jules Brice-Gaba qui a dû attirer l'attention de Antoine Zanga. Est-ce que vous pensez... Il m'en voudrait de pas. D'accord. Est-ce que vous pensez justement que c'était la bonne manière de voir? Est-ce que vous êtes donc d'avis que cette liste a plu à tout le monde? Oui, moi je suis... Déjà, l'image de la FECAFOOT avec les staffs, le coach m'a tellement impressionné. Et ça m'a impressionné parce que ça donne déjà ce qu'on appelle une lueur d'espoir.
Parce que je vous dis, ça fait plus de 5 mois, on parle de la même chose tout le temps. À un moment donné, vraiment, ça nous fatigue un peu l'esprit. Nous avons besoin de paix. Et quand ils ont parlé de l'unanimité, ça nous montre réellement qu'ils ont vu l'essentiel. Donc ils ont mis ce qu'on appelle la souveraineté au-dessus des personnes, au-dessus des institutions. Et le plus important, c'est la souveraineté. Et je pense que si la FECAFOOT a validé, parce que la FECAFOOT a validé, ça veut dire que la FECAFOOT a été d'accord et que tout le monde, tous les instants qui doivent travailler pour que l'équipe nationale puisse devenir notre équipe nationale, ils ont pris part et ils ont vu que vraiment cette liste était très bonne et donnons la confiance à ces jeunes qui ont été appelés et le résultat nous dira si vraiment ces jeunes ont mérité, ils ont mérité de porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, sauf que la liste définitive n'est pas encore sortie, mais on parle quand même de 31 personnes qui ont été présélectionnées, selon dans la liste du sélectionneur national Marc Brice. Quel est votre avis? Est-ce que cette liste vous contente particulièrement? Parce qu'on a quand même vu les points de vue des uns et des autres qui essayaient d'extirper quelques visages qui ne devraient pas faire partie donc, de cette liste. En réalité, Claudia, pour revenir à la une du Pélican, unanimité, peut-être unanimité de circonstances, ou alors du moment, parce que, faut le dire, pendant que le Pélican titre unanimité autour de la liste des Lions, il faut quand même rappeler que certaines indiscrétions annoncent quand même plusieurs joueurs qui ne sont pas dans les conditions normales d'être sélectionnés dans ces listes. Parce qu'il me souvient que quelqu'un a dit que si des Lions ne respectent pas un ensemble de critères, ils ne seront pas appelés. Marc Brice dit qu'on ne devrait pas toucher sa liste. Effectivement, il y a l'unanimité du moment où beaucoup s'attendaient à ce que hier, du côté du ministère de la FECAFOOT, que l'on rejette en bloc la liste remise par Marc Brice. Oui. Mais curieusement, cette liste a été publiée avec des attributs que nous connaissons tous à la FECAFOOT. Mais maintenant, vous savez, l'unanimité ne devrait pas que se lire au travers d'une validation d'une liste. L'unanimité devrait également se lire au travers des actions qui sont menées pour nous amener à cette rencontre, parce qu'il s'agit bien de deux rencontres importantes pour les Lions indomptables. Aujourd'hui, on a un dilemme. On a deux staffs. Un staff nommé par la FECAFOOT et un staff nommé par le ministère des Sports, Éducation physique au nom des hautes instructions. Et donc on se demande, est-ce qu'on peut parler effectivement d'unanimité quand on ne sait pas encore, parce qu'on peut voir qui devra travailler à côté de Marc Brice pour pouvoir au finish nous sortir la liste définitive des Lions qui devront représenter le vert, rouge et jaune national. Étant entendu qu'aujourd'hui on vous parle qu'il y a un coordonnateur national, en l'occurrence Banlock, qui devra être reçu par le Premier ministre. D'un autre côté, on vous dit que Benoît Mba, lui également, a été reçu. Bon, vous comprenez que c'est très difficile. Alors qu'on sait le rôle crucial que devra jouer le coordonnateur national dans le cadre de la préparation des deux rencontres. Ouais. Et donc, moi, je pense que il y a lieu très rapidement de ne pas se contenter juste de cette unanimité autour de la liste des Lions, mais d'avoir également une unanimité autour du staff qui devra accompagner Marc Brice pour cette double confrontation. D'accord, unanimité, mais est-ce que finalement on se dit que la guerre, donc, bon, je vais dire, pas guerre totalement, entre guillemets, entre ces deux, je vais dire ces instants, parce qu'il y a le ministère qui est donc la tutelle et de l'association qu'elle a fait FECAFOOT, est-ce que finalement on va donc, il y aura un retour à la normale, est-ce qu'il y aura un calme de ce côté-là finalement, pour que les Lions puissent donc se concentrer et au match qui attendent justement en toute sérénité? Moi, je pense que les derniers événements, la dernière actualité nous montre déjà qu'on est rentré dans le cadre du processus pour aboutir à une paix définitive. Et c'est pour ça que j'invite les Camerounais à cesser d'alimenter la polémique dans cette affaire. Surtout que nous sommes à une semaine d'une date symbolique, la fête de l'unité nationale. Et donc, je voudrais tirer un coup de chapeau au ministre des Sports et de l'Éducation physique, que je ne connais pas. Mais voilà, le professeur, je voulais lui tirer un coup de chapeau. Pourquoi? Parce que quand vous faites une lecture
technique de cette affaire. Vous comprenez? Parce que si le ministre avait dit à Marc Brice de ne pas y aller, il ne serait pas allé à la FECAFOOT. Ça, c'est un fait. C'est le ministre qui a signé le contrat avec Marc Brice. Et si le ministre avait dit un temps soit peu à M. Marc Brice, vous n'y allez pas, il ne serait pas allé. Et c'est l'État qui va le payer. Et justement, c'est l'État qui va le payer. Donc, je pense qu'il y est allé parce que le ministre, il s'est aussi mis dans une posture où il faut calmer les tensions de jeu. Et je me dis que, à la suite de cette analyse, nous sommes définitivement rentrés dans un processus de normalisation de ces tensions, de ces bicéphalismes. Donc je pense que moi je ne parlerai plus de deux staffs. Je sais qu'à la fin, on va aboutir à quelque chose d'ici quelques temps. Même si le ministre, on lui demande, bon ok, voilà, vous êtes l'aîné, négocier, en fait pas négocier, ce que vous avez nommé là, ils vont un peu attendre et tout. L'État sait comment il peut gérer. Il peut faire des concessions. Oui, il peut faire des concessions. Et je pense que la première concession, la concession la plus importante, c'est que Samuel Eto'o a validé l'entraîneur, je vais dire la FECAFOOT a validé l'entraîneur et son adjoint. Et ensuite, la FECAFOOT a reçu l'entraîneur et a pris la liste de l'entraîneur, a validé la liste des présélectionnés de l'entraîneur sans enlever un seul joueur. Ça c'est une concession du côté de la FECAFOOT. L'autre concession, c'est du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le professeur Narcisse Mollet Kombi, vous savez ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, nous étions encore dans des tensions énormes. Je suis sûr qu'on a dû demander à M. Marc Brice que vous n'y allez pas. Il n'y est pas allé. Il est plutôt allé au niveau, au stade pour sa conférence. Mais cette fois-ci, le ministre a demandé à M. Je dis que c'est le ministre qui a donné le quitus. Puisque M. Marc Brice, il connaît personne ici au Cameroun. C'est le ministre qui l'a fait venir ici au Cameroun. Le contrat qu'il a signé, c'était avec le ministre d'une part. Et il attendait. Mais il doit travailler beaucoup plus avec la Justement, c'est pour ça qu'il faut saluer, puisque le ministre, si le ministre n'avait pas voulu, il ne serait pas allé. Donc si M. Marc Brice, ça c'est ce qu'il faut dire à tous les Camerounais, s'il s'est retrouvé à la Fédération camerounaise de football, c'est parce que le ministre a validé. Et saluer encore la Fédération camerounaise de football, parce que la Fédération camerounaise de football, après vendredi, s'il y avait eu si elle était restée dans une logique d'orgueil, vendredi, dans l'après-midi, aurait nommé un autre entraîneur. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont invité Marc Brice une deuxième fois et le ministre, lui aussi, il a lâché du lest. Marc Brice s'est retrouvé et il y a eu une concertation. Je pense que même si, quel que soit l'environnement, l'atmosphère dans laquelle la concertation s'est déroulée, toujours est-il que nous les Camerounais et les journalistes et les leaders d'opinion, je pense qu'il est question aujourd'hui de sortir de la polémique. Il faut tenir un discours. Justement, il faut tenir un discours. Justement. D'accord. Christian Noël Kaldia, parce que vous avez cette même lecture que Antoine Zanga, que les deux parties essayent donc de calmer le jeu pour que les choses puissent revenir à la normale. Pour moi, les deux parties ont un même intérêt à faire des concessions. Vous savez, lorsque vous regardez la FECAFOOT et le ministère du Sport, vous voyez qu'ils ont un rapport de complémentarité. Si on vous dit un jour que la FECAFOOT peut évoluer seule sans le ministère du Sport, c'est que c'est impossible. Si on vous dit que le ministère du Sport peut aller implémenter la politique du football sans la FECAFOOT, c'est qu'on vous a menti, parce que en 1962, l'État du Cameroun a donné la souveraineté en termes de football à une fédération qu'on appelle la FIFA, et en 1963, ils ont donné à la CAF. Ils ont dit, bon, à partir de maintenant, c'est vous qui dirigez notre football ici. Donc, comme pour vous dire que les deux personnes, les deux institutions ont le devoir, en tant que patriotes, ils doivent revenir dans les fondamentaux. Notre paix doit être préservée et ils doivent préserver la paix et la cohésion sociale dans cette entité qui est notre équipe nationale, est vraiment le lieu par excellence où vous pouvez voir un ministre embrasser un homme lambda. Vous aimez votre phrase là. Vous savez, moi j'ai une autre lecture.
C'est vrai, je partage le point de vue de mon confrère Zanga, dans l'optique où nous sommes à la veille des échéances importantes, c'est-à-dire la double confrontation, mais il ne peut pas également perdre de vue que le football, pendant longtemps, il est toujours le catalyseur par lequel certains partis s'approprient pour pouvoir faire passer un ensemble de choses. Et donc, comme quoi ça a toujours été l'arbre qui cache la forêt, et aujourd'hui c'est encore le cas. Mais moi j'ai une autre lecture que j'ai envie de faire, une lecture dépassionnée, parce que j'aimerais effectivement que nous arrivions à faire en sorte qu'on ait une union sacrée, comme l'a dit Antoine Zanga, qu'on ait une union sacrée pour permettre aux Lions qui vont arriver de préparer sereinement cette double confrontation et le reste, mais également de redonner un autre visage. Parce que quand j'entends certains experts sur des chaînes de télévision étrangères parler des Lions indomptables, un symbole propre au Cameroun, ça me gêne beaucoup. Mais j'ai une autre lecture. Vous savez, il ne faut pas perdre de vue qu'on est là en face de deux personnes qui, pour chacun d'entre eux, estiment qu'ils sont en position de force. Position de force parce qu'on a en face Samuel Eto'o et l'Africa Foot qui maîtrisaient effectivement le football. Oui. Même si à un moment donné, on se dit qu'ils ont eu beaucoup de temps et ils ont eu beaucoup de marge de manœuvre, mais ils n'ont pas eu les effets escomptés. Et on a en face un ministre qui s'est saisi d'un discours du chef de l'État le 10 février pour faire passer un ensemble de sources parmi lesquelles les hautes instructions. C'est-à-dire qu'on est en face, je suis en train de voir un scénario où des personnes peuvent rester cloîtrées sur leur position parce qu'il faut faire prévaloir les hautes instructions. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'également au niveau, l'aspect sportif n'est même plus le plus important dans ce combat. C'est un aspect politique qui est en train de se jouer. Oui. Est-ce qu'on va faire table rase et montrer au vieux au-dessus de tout le monde que les hautes instructions peuvent être débattues à temps, à contre-temps et que balayer du revers de la main ou alors à tête chercheuse? Voilà un peu là où se situe, à mon avis, le dilemme actuellement. Mais sinon, moi j'aimerais que les deux, pour le bonheur du Cameroun, parce qu'il faut, nous avons que deux choses qui nous tiennent encore en cœur pour l'instant, le football et la bière. Voilà les deux choses qui réussissent encore à nous tenir en haleine au Cameroun, le football et la bière. Dans tous les cas, si on reste donc... Je vois bien, puisque vous souriez, je vois bien que vous n'êtes pas sérieux quand vous le dites. Si on reste sur le sport, on va donc comprendre que les deux veulent faire prévaloir donc les hautes instructions du président de la République. Dans tous les cas, on l'espère puisque les choses se dessinent déjà. Alors on voit quand même une volonté de calmer le jeu, on voit. Donc on l'espère que dans les prochains jours, tout ira mieux de ce côté. Avec Christian Noël Kaldjop, on va aborder notre une. Oui, pour moi, je parle du journal, l'émergence, il parlait de la décentralisation. Est-ce que la décentralisation... C'est Nouvel Horizon. Nouvel Horizon. Oui. Qui parlait de la décentralisation. Est-ce qu'elle est effective véritablement? Est-ce que la décentralisation est appliquée au Cameroun? Je vais dire que vous savez que la décentralisation, c'est une forme de l'État auquel l'État central délègue une partie de ses pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées. Et chez nous, les collectivités territoriales décentralisées sont les communes et les régions. Lorsque vous regardez de plus en plus, vous comprenez ce qu'on appelle les compétences transférées. Je pense que pour moi, la décentralisation est en train de prendre une étape très importante. Parce que vous savez que la décentralisation a un coût. Dans un pays comme le Cameroun, il faut aller peut-être au niveau d'une mairie, vous vous dites que vous avez rencontré le maire, pour voir que les anciens maires n'avaient pas beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir qu'aujourd'hui. Et pour moi, ce que je peux dire, c'est que la décentralisation n'est pas un bouton. Parce que quand j'ai vu le journal, peut-être beaucoup de gens pensent qu'il y a un bouton qu'on appelle décentralisation, on peut appuyer. Il y a une décentralisation qui est propre à chaque pays. Donc pour moi, le Cameroun est dans une très bonne lancée de décentralisation, puisqu'il y a beaucoup de paramètres. Si vous allez même au niveau de l'éducation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de compétences transférées. Avant, quand on voulait construire une école, il fallait que Yaoundé puisse décider. Aujourd'hui, quand vous voulez construire une école, il faut que c'est le maire qui porte toute la responsabilité pour construire une école. Donc, vous voyez que la décentralisation, c'est l'éducation. Bon, même au niveau de la santé, on est en train d'intégrer. Vous voyez que quand il y a l'hôpital qui est public, dans le conseil d'administration, le maire est là. Donc, vous voyez que
le maire intervient dans tout ce qui concerne son arrondissement. Ça veut dire que pour vous, la décentralisation s'applique au Cameroun? Ça s'applique beaucoup au Cameroun, beaucoup même. Il faut vous-même faire... D'accord, merci. Dans tous les cas, je ne vais pas donner un avis, je dois être neutre. Je vais permettre à Antoine Zanga de nous dire, selon lui, est-ce que la décentralisation est donc effective dans notre pays? Justement, quand vous observez la une, c'est une question parce que en fait, si il voulait prendre une position, il aurait donné le titre autrement à la une. Donc sa question même, j'ai pas lu l'article, mais la question qu'il affiche, que le journal affiche au niveau de sa grande une, c'est en révélant quelques problèmes dans certaines localités. Justement, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une question qui appelle à un oui et un non. Parce que la question appelle au débat, appelle à la multiplicité des opinions. Et donc, je voudrais dire que il y a certes des choses qu'on peut redire sur la décentralisation. Le processus de décentralisation au Cameroun, moi je peux le situer à partir de... Je ne le situe pas à partir de la constitution du 18 janvier 1996. Parce que ce sont des résolutions de la tripartite d'octobre 1991. La constitution de 1996, ce sont les résolutions de la tripartite. Sauf que, voyez-vous, en cette période-là, nous sommes dans une crise, on est dans une crise économique énorme, soit au niveau international ou bien au niveau interne. Et maintenant, l'État a dû faire un certain nombre de choses, attendre un peu jusqu'à mettre sur pied la Constitution en 1996, le 18 janvier. Oui. Et il fallait prendre aussi le temps parce que, vous savez, comme il a dit, la Constitution, la décentralisation a un coût énorme. Et donc, il fallait que le Cameroun essaye de retrouver une santé, de se refaire une santé économique. Et dès qu'il s'est refait une santé économique, quelques années après, on a lancé le processus véritablement. Oui. Et quand on a lancé le processus, jusqu'aujourd'hui, je pense que le processus est en marche. Et il y a eu la création des régions, il y a un certain nombre de compétences, une bonne partie des compétences qui sont déjà transférées. Et vous savez aussi, il faut prendre le temps pour refaire le disque du manteau des gens qui vont gérer les collectivités territoriales décentralisées, pour leur dire, bon voilà, ça ne se gère pas comme un ministère, ça ne se gère pas comme ceci, donc il faut aller progressivement. C'est pour ça que nous pensons, de notre point de vue, que la décentralisation a connu des avancées au Cameroun. Il y a certes des choses qui sont encore à faire, mais je pense que l'avenir du Cameroun, c'est au niveau de la décentralisation. Beaucoup de problèmes de développement vont se régler avec la décentralisation. J'attire encore l'attention des maires. Vous connaissez ma position là-dessus, chaque fois qu'on en parle ici. J'attire encore l'attention des maires qu'il y a déjà une loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Et cette loi a fait des aménagements. Il y a des opportunités que vous pouvez saisir. Demandez-vous par exemple pourquoi il n'y a pas, si on prend le cas de Yaoundé 4e et de la plupart des mairies, des collectivités territoriales décentralisées de la ville de Yaoundé, est-ce qu'il y a des espaces de jeu? Il n'y en a pas. Et qui va venir faire ces espaces de jeu? Ce n'est pas l'État. L'État est resté l'État central. C'est pour ça qu'on a conçu Olembe. C'est l'État qui a conçu Olembe. C'est l'État qui construit Japoma. Maintenant, vous, les collectivités territoriales, pour réduire un ensemble d'égarements de jeunes, la criminalité, la consommation des drogues, il faut créer des espaces de jeu, il faut créer des structures qui vont permettre aux jeunes de ne pas se retrouver à faire autre chose et qui se retrouvent là. Et je pense que ça relève de la compétence des maires. D'accord. Merci beaucoup Antoine Zanga. On va également prendre votre avis avec cette même question. Est-ce que la décentralisation est donc appliquée dans notre cher et beau pays? Je crois que Antoine Zanga a quand même fait le tour de la question depuis la genèse, oui, avec la Constitution. Mais je crois que, comme il a clairement dit, la loi du 29 décembre 2024, je crois que c'est ça, oui, la loi du 19 décembre 2020 sur les collectivités territoriales décentralisées. Sur les collectivités territoriales décentralisées est clair dessus. Moi, je pense que
à la question de savoir est-ce que la décentralisation effectivement, c'est une réponse oui et non. Oui, parce que au regard de la mise sur pied des institutions et des mécanismes qui accompagnent, vous voyez, aujourd'hui on a un ministère du développement local et de la décentralisation, et puis on a cette loi qui est venue encadrer un ensemble de réactions et les institutions qui ont été mises sur pied. Mais maintenant, il y a un véritable problème, un problème de mindset. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre sur pied un ensemble d'institutions et à la tête vous avez des personnes qui n'ont pas été, comment je vais dire, update, qui n'ont pas été mises à jour sur ce qu'ils doivent faire. C'est donc sur ce levier que j'aimerais effectivement inviter tous les acteurs, parce que cette loi permet aux maires et aux autres acteurs de véritablement rendre effective la décentralisation. Aujourd'hui, voyez-vous, vous avez la puissance, les maires ont ce pouvoir d'aller signer des contrats à l'étranger, venir oui. mettre en exécution dans leur commune de prédilection. Les maires ont un grand champ d'action. Maintenant, c'est l'appropriation, à mon avis, qui pose problème. Parce qu'on a beaucoup de maires, pour certains, qui ont été juste sélectionnés de par leur fait d'armes dans le parti, mais pas parce qu'ils ont les capacités requises pour pouvoir parler avec autorité de la décentralisation, ou alors par cooptage et autres. On sait comment ça se passe. Mais aujourd'hui, bien que tout cela ait déjà été fait, la première chose, c'est de se remettre à jour. Comme l'a dit Antoine, il faut se remettre à jour. Comprendre, c'est d'abord quoi la décentralisation, que dit la loi, et comment je dois faire pour pouvoir m'approprier cette loi pour le bien-être de mes administrés ou alors de ma population. Moi, je pense que c'est tout le problème. Sur quoi l'éducation, une fois de plus, est remise sur la table. Pas l'éducation dans le sens strict du terme, mais l'éducation en termes de renforcement de capacité pour pouvoir servir le peuple qui les a votés, les a mis là. Moi, je pense que si on réunit cela, la décentralisation pourrait effectivement, comme on a dit dans les prochains jours, être véritablement appropriée par le commun des mortels. S'il vous plaît, je rappelle que c'est la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Oui. C'est la loi du 24 décembre 2019. La précision valait la peine. Et justement, lorsqu'on parle donc de développement local, récemment c'était les CVUC, les communes et villes unies du Cameroun qui se sont donc rencontrées et ont décidé de passer à l'action pour le développement local par d'essayer autant que faire se peut de développer à chacun sa commune. Est-ce que les maires ne peuvent pas aller sur cette base en créant des fonds propres, même si les 15% ne parviennent pas encore à leur niveau? Est-ce que c'est pas possible pour chaque mairie de créer des sources de revenus et donc développer sa commune pour qu'enfin au final donc le pays soit complètement développé? Oui, c'est ce que mon co-panéliste venait de dire. Il faudrait que les maires puissent choisir les maires qui ont une certaine compétence. Aujourd'hui, l'État a permis à chaque maire de pouvoir aller chercher les fonds propres ailleurs, pouvoir chercher des partenaires. Vous allez voir les maires qui discutent même la célébration des mariages. Si déjà un maire, aujourd'hui en 2024, discute la célébration d'un mariage, c'est que le maire... Ça veut dire qu'il s'ennuie? Ça veut dire que, non, ça veut dire que ce maire ne connaît pas vraiment les obligations, peut-être que les obligations de ses capacités. Ses capacités, parce que le maire a tellement de choses à faire. Il y a tellement à faire. Tellement à faire que de rester pour discuter les célébrations de mariage. Si vous mais c'est quand même des gombos, ça rapporte quand même. Non, ça rapporte même pas. C'est les miettes. Aujourd'hui, quand on parle de fundraising, si vous êtes maire et que vous discutez les célébrations, ça veut dire que c'est 29 000 ou c'est 30 000. Ce n'est pas grand chose. Même si on lui donne 100 000 pour 2 heures de temps, c'est insignifiant. Je voulais, avec votre permission, rendre un hommage deux enfants qui sont décédés en Gambie avant-hier. Ils sont ancrés à l'intérieur d'une fosse. Deux enfants de 2 à 4 ans qui sont vraiment, l'arrondissement de Ngambé est en crise aujourd'hui et en pleurs. À travers, je dis, je souhaite des condoléances on refait la presse avec la collaboration de Claudia, vous dire au maire de Ngambé que nous sommes avec vous. D'accord, c'est vrai que ça a été quand même un jump dans un, on n'a pas très vite compris, et justement, et en plus il a donc souhaité de la part de... Je souhaite aussi finir en disant que les maires aujourd'hui sont comme ne doivent pas penser qu'ils sont... parce que une décentralisation très poussée peut ancrer à
à la fédération. Et une fédération qui peut pousser à la sécession. Donc il faut que chaque maire, malgré son pouvoir, reste plus mettre en tête que le Cameroun, c'est l'État unitaire décentralisé. Pas l'État centralisé et décentralisé, l'État unitaire décentralisé. Donc nous devons rentrer dans la décentralisation. Je crois que vous voulez dire une décentralisation précipitée. Non, une décentralisation. Mesurée. Oui, parce que sous le contrôle, c'est une décentralisation contrôlée. On peut trop être la décentralisation. En fait, il y a des encadrages, il y a un texte. Donc on ne peut plus aller au-delà de cette décentralisation. Parce que quand vous arrivez, il y a les maires que pour arriver, pour avoir l'occasion de discuter avec le maire, vous pensez que vous êtes peut-être à l'étude pour rencontrer le président de la République. C'est très compliqué de le rencontrer. Sur quoi on parle de revoir le mindset. Alors que ce sont des administrations de proximité. Alors que le maire, c'est celui-là qui doit causer avec monsieur tout le monde. Parce que le moindre contact est susceptible de lui donner une solution pour un problème de société posé. D'accord. Peut-être c'est on appelle c'est un plus d'engagement de la part de nos les magistrats, voilà, municipaux, toutes ces personnes-là qui sont donc portées à la tête des communes pour le bon fonctionnement de notre pays, parce que si chaque commune se porte bien, c'est le pays qui finalement qui profite et se porte bien. Donc on veut de l'eau, on veut de l'électricité, pourquoi pas chacun à son niveau, chaque commune à son niveau, et cela fera donc un développement groupé pour notre pays. On va sortir de cette actualité pour finalement choisir une autre une. Ce sera avec vous, Alden Gadjo. Alors la une que je vais prendre, puisque nous sommes restés dans les collectivités territoriales décentralisées et le rôle des magistrats municipaux, j'ai envie de prendre la une d'Info Matin. La une d'Info Matin, surtout que nous sommes à la veille de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. On ne peut pas célébrer l'unité avec ce dont on se bombe le torse au quotidien d'être, comment je dis, la jeunesse est le fer de lance de la nation, d'être le fer de lance de la nation, mais avec une jeunesse en perte de repères, pour devenir donc à l'opération musclée de la police. Moi, je crois que c'est une opération qu'il faut saluer. C'est l'occasion pour moi de saluer le rôle important que jouent les forces de maintien de l'ordre, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée. C'est d'ailleurs pourquoi le thème de cette 52e édition de la fête d'unité nationale, c'est bien au contexte armée-nation. Armée-nation, oui. Je crois que c'est ce qu'on a tué, le même credo. Donc pour la sauvegarde de l'unité et tout ce qui va avec. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut saluer cette opération parce que aujourd'hui on a des jeunes scolarisés ou non qui se livrent beaucoup à la consommation de l'alcool, des drogues et des stupéfiants. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai, aujourd'hui on se plaint d'un problème de chômage, de manque d'emploi et tout ce qui va avec. Mais puisque nous sommes à la veille de l'unité nationale de la 52e édition, on ne peut que célébrer l'unité avec des personnes en bonne santé, debout, surtout que le pays que nous souhaitons tous se fera avec une jeunesse. Parce que la jeunesse est la composante sociologique actuellement majoritaire. Oui. Donc j'appelle mes pères jeunes à être encore plus vigilants et à continuer la sensibilisation. Vous savez, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Mais plus on sensibilise, plus je pense que les jeunes commencent à prendre conscience de leur inconscience et mieux ils deviennent éveillés. D'accord. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le journal, c'est pas mal d'objets qui ont donc été saisis de la part donc de cette police, cette brigade. Et on se demande pourquoi, comment en est-on arrivé là que des jeunes et qui sont censés aller à l'école pour donc étudier se retrouvent plutôt avec des armes blanches et puis en train de faire du commerce. Avant, nous on vendait les bonbons et on vendait des chewing-gums parce qu'on voulait compléter un tout petit peu, arrondir notre argent. Mais maintenant, ils vendent de la cocaïne. Comment ça s'est fait, cette transition? Et qu'est-ce qui peut bien motiver cette action de la part de ces jeunes? Ça fait partie des maux de notre société. Vous savez, tous les pays du monde ont ce type de problème, sauf que c'est à des degrés différents. Donc, si on voit qu'il y a la cote d'alerte dans notre pays, ça veut dire que ça commence à être, on n'arrive plus à maîtriser. La maîtrise échappe déjà aux acteurs qui sont censés contrôler ces jeunes. Et les acteurs, tout en saluant l'action de la police camerounaise,
il faut dire que c'est l'échec d'un certain nombre d'acteurs du circuit, parce que la police n'a même pas... La police devrait se retrouver là de manière exceptionnelle. La police n'a pas à se retrouver là. Si la police se retrouve déjà là, c'est parce que M. Mbargangale se dit, ben, attends, moi je vais faire quelque chose si vous ne faites pas quelque chose finalement. Je vais venir dans votre maison et puis je vais résoudre les problèmes de votre maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a l'école ou les établissements scolaires et ceux qui sont à la tête de ces établissements scolaires. Il y a les parents, donc les familles. Je pense que ce sont les principaux acteurs de l'éducation. Et si on se retrouve avec autant de stupéfiants dans un établissement, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème quelque part, à un moment donné, on fouillait les sacs. On fouillait les sacs des élèves. À un moment donné, il me souvient une fois, je crois qu'il y avait eu un incident au niveau, je sais pas, du lycée Leclerc. Et puis on a commencé à fouiller les sacs. Il y avait des fouilles inopinées. Et ça permettait quand même de réduire le phénomène. Et les parents également, je ne veux pas, parce que nous sommes tous parents, mais je vais quand même interpeller les parents pour dire aux parents que, en fait, c'est un problème énorme que l'enfant passe tout le trimestre, que l'enfant passe un mois sans que vous ne fouilliez, vous ne regardiez ce qu'il y a dans son sac. C'est un problème. Parfois, il y a des parents qui ne veillent même pas, qui ne cherchent pas. Chaque vendredi, mon père à l'époque, il contrôlait nos cahiers pour voir même quel est ton niveau de progression en termes de travail. Est-ce que tu évolues dans tes études? Est-ce que tu n'évolues pas? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Et donc, vous ne pouviez pas dissimuler un couteau dans votre sac ou bien un stupéfiant. Donc, je pense qu'il faut interpeller les parents et les responsables des établissements scolaires. Et voyez-vous, il y a un aspect qui échappe souvent, ou bien qui n'est pas pris, qui est souvent pris à la légère, l'aspect du privé, les établissements privés, parce qu'on focalise beaucoup plus sur les établissements publics. Mais il y a aussi les établissements privés. Là-bas, comment ça se passe? Si ça marche bien là-bas, je pense qu'il faut même faire une étude, et je voudrais peut-être proposer cela au ministre des enseignements secondaires, qu'il faut faire une étude. Si ça marche bien, ça vaut bien. Si ça marche mieux au niveau du privé, qu'on voit comment ils font pour essayer d'appliquer ça au niveau du public. Parce que j'ai pas beaucoup l'impression que il y a... Parce que ce genre de problème, c'est généralement dans les établissements publics qu'on va découvrir ce genre de... Mais de plus en plus, les collèges également sont donc concernés. Et surtout que, généralement, on a eu cette conception que les collèges sont faits pour les enfants des riches, qui se retrouvent également en train de dealer. Et peut-être où maintenant, les sommes sont plus élevées au niveau... Et les enjeux plus grands au niveau des retours. Parce qu'on appelait ça au lycée le retour, lorsqu'on te fait quelque chose et puis tu peux appeler le retour. Il faut donc sanctionner, il faut mettre des mesures de sanction. C'est-à-dire que le ministère doit mettre des mesures. Et si on se rend compte qu'il y a un établissement où il y a ce genre de choses, on sanctionne les responsables, parce que c'est aux responsables de veiller à ce que ce genre de choses ne se retrouve pas dans l'enceinte des établissements scolaires. Merci Antoine Zanga. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous, Christian Noël Kaldiop? Pourquoi donc on se retrouve avec cette situation, ces jeunes qui se livrent à la vente des stupéfiants, au port d'armes blanches au sein même des établissements scolaires? Est-ce que ce sont les parents qui ont démissionné? Est-ce que c'est la société tout entière qui va mal? Pour moi, il y a une responsabilité collective. Oui. Il y a une responsabilité collective en termes d'éducation. Vous savez que les trois grands acteurs de l'éducation, il y a l'école, il y a les parents, il y a l'environnement où on se trouve. Et vous savez que l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'élément absorbant. Donc à chaque fois que, si le parent ne fait rien, l'environnement absorbe. Si l'école, si vous ne fréquentez plus, l'environnement absorbe. Imaginez-vous que l'environnement, c'est même les réseaux sociaux et autres. Nous avons démissionné. Parfois même, vous voyez une personne, vous êtes tellement occupé, vous démissionnez, vous prenez même votre enfant, vous confiez même à une ménagère. Quand il y a même un problème à l'école, c'est elle qui part. Vous n'avez jamais le temps. Vraiment, nous avons démissionné, nous tous. Nous avons tous démissionné. Il faudrait que nous retournons dans les fondamentaux. Et que
au sein des établissements scolaires, le degré, vous savez que lorsqu'il y a développement, vous prenez un pays comme les États-Unis, c'est le pays le plus sécurisé, mais c'est le pays qui a plus de meurtres, il y a plus de dépravation des mœurs. Donc ça veut dire que plus vous avancez dans la technologie, plus vous allez avoir les moyens. Nous, par exemple, on avait besoin d'un vigile qui était là. On savait que c'était même un portier qui venait là. Mais aujourd'hui, même on a besoin de la police parce que les objets que j'ai vus là, ce sont des objets où, si vous n'êtes pas armé, vous ne pouvez pas vous les avoir. Vous ne pouvez pas maîtriser quelqu'un qui est armé. Avant, on avait besoin d'un surveillant général qui venait avec le bâton, il se plaçait là-bas. Sa tête seulement je faisais fuir. Aujourd'hui, quand un enfant n'est plus... gaz. Oui, avant, il y avait le surveillant général n'avait pas besoin de fouetter sur vous. Il avait seulement besoin de sortir, de se mettre en route. Vous tous, vous allez entrer dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, on a une génération qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien. Moi, l'expérience que j'ai eue à enseigner à l'école maternelle, au collège et à l'université, c'est que au lycée, c'est trop difficile parce qu'on a une génération très compliquée à dominer. Vous pouvez être en amphi. Si je suis en amphi et qu'il y a un monsieur qui ne veut pas, je dis, oh, monsieur, je ne corrige pas votre copie, ne prend pas votre copie, il va s'asseoir. Vous avez une génération là, entre 18 et 19 ans au lycée, très compliquée. Très compliqué. Quand il vient là, vous voyez, vous dites que mais l'enfant, si quand moi j'étais élève, ce n'était pas comme ça. Vous parlez l'enfant, vous regardez droit dans les yeux. Ils n'ont plus peur de l'enseignant. Ils n'ont plus peur de l'enseignant. Ils n'ont plus peur de cette autorité qu'on avait. Aujourd'hui, il faut que réellement qu'on puisse avoir de plus en plus renforcer la sécurité. D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'on ait retiré les fouets, les chicots dans les établissements qui font en sorte que de plus en plus ces enfants se croient au permis? Moi, je crois que c'est parce qu'à un moment donné, l'État a voulu, comme vous savez, tout ce que nous on fait, c'est un peu sur le modèle européen, forcément français. Moi, je crois que c'est ça qui a été à l'origine. La première erreur, c'est que, vous voyez, jusqu'à un niveau, il n'y avait plus l'éducation civique dans les curricula de formation, que ce soit l'école primaire, que ce soit au lycée. Il n'y avait plus l'éducation civique. Il n'y a que très récemment, avec toutes les sensibilisations et les appels afin que l'éducation civique revienne au lycée. Vous imaginez la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'avec le retrait du fouet, ça a forcé dans le mépris. Et puis vous savez, comme l'a dit Antoine, le premier socle de l'éducation, c'est la famille. Si à la famille, on rate, ne comptez pas sur les enseignants pour vous rattraper l'enfant. Vous savez, il n'y a pas pire méthode lorsque on vous convoque à l'école et que vous voulez ridiculiser l'enseignant devant votre enfant. Vous voulez que l'enfant ait quel respect vis-à-vis de l'enfant. Vous voyez, de plus en plus c'est récurrent. Quand vous convoquez un parent, il vient parce que vous avez mis la main sur son enfant ou vous l'avez puni, il vient vous réprimander en public devant les autres élèves. Vous perdez complètement. Vous pensez que les élèves vont vous voir comme quelqu'un avait dit, vont vous regarder comment? Moi, je crois que c'est la première des choses et c'est là où on a failli. Sur quoi moi j'ai dit, et l'une des solutions, à mon avis, c'est que la première des choses, on revoit tous les curricula au programme scolaire. Notamment le renforcement des capacités en éducation civique. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être en train de chanter l'hymne. Jusqu'à présent, lorsque je passe devant le lycée Leclerc, la gendarmerie, lorsqu'on lève le drapeau, je m'arrête. Parce qu'un gendarme m'avait mis à genoux pendant au moins 40 minutes. Vous savez, oui. On faisait le sport un dimanche, on levait le drapeau et puis j'étais distrait. Il m'a mis à genoux 40 minutes. Vous savez, c'est ça. Avant, un tonton, un voisin pouvait vous corriger pour une faute que vous avez commise en attendant que vos parents n'arrivent. Oui. Moi, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et les parents arrivaient, mais ils vous corrigeaient. Ils vous corrigeaient encore plus. Et ça multipliait la crainte. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire que la conjoncture, le parent soit à 4 heures, il rentre à 22 heures. Mais vous pouvez faire tout cela si vous ne mettez pas un accent sur l'éducation de votre enfant. Tout ce que vous faites, c'est zéro. Donc moi, j'appelle, les parents à plus de responsabilité. De 2, que le système scolaire redevienne comme il était avant, avec les punitions et tout ce qui va avec. Et de 3, que l'on montre à ses enfants le bien fondé d'être droit et de respecter les institutions et ceux qui les incarnent. D'accord. Merci Antoine Zanga. Quelles est selon vous les solutions qui s'offrent à nous pour que finalement on essaye au moins de calmer un tout petit peu les ardeurs de ces jeunes qui vont tout droit vers le gouffre?
La première des choses, c'est qu'il faut une prise de conscience collective. Oui. Et que chacun à son niveau puisse prendre conscience et se dire que si vous êtes l'État, dites-vous que si un enfant qui est mal formé, c'est l'État qui va payer le prix. Si vous êtes parent, si vous avez un enfant, dites-vous que si votre enfant est mal formé, en fait, vous allez payer le prix. Parce que personne ne se réjouirait de voir son enfant devenir agresseur, ou c'est pas au bandit de grand chemin, je sais pas. Donc, il faut une prise de conscience collective, ça c'est la première des choses. La seconde des choses est que il faut que nous faisions un effort de souvent intégrer nos réalités dans les négociations au niveau international. Il faut intégrer nos réalités. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand chantage qui est fait au niveau international, parce que quand vous avez besoin de financement, il peut aussi vous imposer un ensemble de choses et après vous vous dites bon ok, on va gérer, et par la suite vous avez des conséquences. Certainement, c'est vrai, il y a les droits de l'homme, il y a le concept des droits de l'homme, encore que ce que je dis a sa pertinence en ce sens que est-ce que le chef de l'État camerounais a accepté la conception occidentale des droits de l'homme? Mais non. Il a dit en France, il a dit la chose là. Mais pour eux, ils estiment que cette chose-là, c'est respecter le droit. Donc, cela doit être également fait en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que si on veut nous imposer un ensemble de choses, on a la possibilité aussi de ne pas accepter ça, parce que ça a des conséquences énormes sur notre tissu social, sur notre économie, sur un ensemble de choses, et même au niveau de la politique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la question des inscriptions sur les listes électorales. C'est comme si les jeunes découvraient. Vous comprenez qu'il y a un problème d'éducation politique des jeunes. C'est comme s'ils découvraient qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Et pourtant, c'est un devoir citoyen. Donc, il y a des conséquences énormes. Il faut que l'État et les acteurs, en fait tous les acteurs, les enseignants, les parents, que tous prennent conscience et que chacun puisse prendre des mesures à son niveau. Je vais terminer en disant que je n'ai pas un problème contre les maires. Hein. Je dis que il faut que nous tous on contribue à ce que pour réduire le grand banditisme, pour réduire la criminalité, pour réduire la dépravation des mœurs. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les collectivités territoriales décentralisées ont un travail énorme, parce que ce sont elles qui vivent avec ces jeunes-là. Le ministre des enseignements secondaires est éloigné là où il est là-bas. Mais je pense que la mairie peut mettre sur pied un ensemble de choses pour essayer d'occuper ces jeunes. Il y a des distractions qu'on peut mettre, des infrastructures qu'on peut mettre sur pied, des infrastructures sportives, faire la boxe, faire le ceci, faire cela, faire cela. Il y a un ensemble de choses. Donc il y a des initiatives que les mairies devraient prendre en main pour réduire aussi, pour contribuer aussi à la lutte contre ces égarements sociaux. Et d'accord, Christian Noël Kaldjop, on sort avec vous, on joue la carte des solutions. Pour moi, comme je l'ai dit tantôt, la responsabilité, elle est collective. Je pense que nous tous, nous devons nous regarder, quand on dit souvent au quartier, yeux dans les yeux, pour que ça puisse s'arrêter. Vous savez, la sécurité n'est jamais parfaite. Si nous voulons par exemple mettre sur pied une sécurité qui est pas loin de la perfection, par exemple dans les établissements scolaires, nous devons créer les clubs éthiques, parce que l'information, comme on a dit à mes nations, si on ne donne pas l'information, si un élève ne vient pas dénoncer son camarade, comment vous allez faire? Les chefs d'établissement scolaire devaient créer les clubs éthiques et de sécurité. Comme ça, ils seront toujours informés de qui a quoi, qui est ancré avec quoi. Parce que même si on met quelques barrières de sécurité, ils vont toujours ancrer, ils vont toujours chercher un moyen pour ancrer. Nous tous, nous avons été élèves et nous savons qui fait quoi dans les établissements scolaires. Et nous, les parents, au niveau des parents doivent aussi contribuer de manière ferme, doivent contrôler leurs enfants, doivent savoir. Parce que parfois, vous voyez un parent qui se lève un bon matin et dit que mon enfant ne peut pas faire ci, mon enfant ne peut pas. Vous ne connaissez pas votre enfant. Donc, il y a des parents qui sont comme les avocats.
Et il y a aussi des petits enfants qu'on a laissés. Moi, je passais dernièrement dans la rue. Il y a un enfant qui s'est approché de moi. Il m'a dit, je veux l'argent. J'ai dit que je n'ai pas. L'enfant là m'a insulté. Il y a des enfants qui ont pris toute la rue, qui demandent. Ces enfants, dans 10 ans, 15 ans, ils vont devenir quoi? Parce qu'ils auront honte de demander l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous devons, nous tous, nous regarder dans les yeux et nous dire que le Cameroun a besoin de tout le monde. Donc d'éducation qui est la charge des enseignants. Les enseignants doivent faire leur école, faire leur travail. Les parents doivent faire leur travail. L'État aussi qui est là doit aussi nous accompagner. Et comme on a dit, armée et nation, nous devons dénoncer pour que l'armée et la police puissent faire leur travail. Merci beaucoup pour vos avis quant à ces sujets déjà évoqués sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, si vous êtes toujours avec nous, prenons une courte pause pour revenir entrer en conflit. Nous sommes en conflit et nous abordons cette thématique qui a été mise au centre de notre débat. On parle de la délivrance et la production des cartes nationales d'identité et d'autres, et bien sûr les autres pièces qui seront donc mises à la disposition des Camerounais à 48 heures. Désormais, à partir de la fin de cette année, l'annonce a été faite depuis octobre 2023. Le délégué à la sûreté nationale avait donc annoncé lors de l'inauguration du point de Douala, le point de l'établissement des passeports de Douala, il avait annoncé que bientôt ce système sera donc mis sur pied. Et hier alors, donc c'était donc la signature d'un contrat entre le directeur ou tout simplement, oui je vais dire, le directeur général de la DGSN avec donc le PCA de cette Agentis, voilà, puisque c'est donc le nom de cette structure qui est désormais chargée donc de la construction des bâtiments annexes qui vont abriter ces services et permettre finalement de moderniser le processus d'établissement de la carte nationale d'identité. Peut-être ouf de soulagement, on va le dire ainsi, puisque tout le monde attendait cela après les différents problèmes depuis 2021 où tout le monde crie au scandale à cause de ce retard qu'on observe au niveau de la délivrance des cartes nationales d'identité. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette annonce qui vient, ma foi, rassurant un tout petit peu les Camerounais que les choses se mettent progressivement en place pour que d'ici la fin d'année, on puisse définitivement rayer ce problème de notre histoire. On va commencer avec Antoine Zanga. Ok, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'espoir. Oui. Hein, comme tout bon Camerounais, nous avons fait face à la question de la production des cartes nationales d'identité. Je me souviens, la carte nationale d'identité que j'ai actuellement, je l'ai eu 2 ans et demi plus tard. Et 2 ans et demi, je faisais des tours au commissariat, on me disait que c'est pas encore disponible. Mais après 2 ans, je me suis rendu compte que, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que on l'avait produit 1 an avant. Donc en fait, il y a un déficit. J'ai consommé 1 an sans avoir consommé. Donc c'est un problème qui mobilise l'attention de tous les Camerounais. C'est un problème qui vraiment a paralysé la société camerounaise. Et ça fait que les gens ont tout dit à l'État, à Martin Barganguélé. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions vis-à-vis du délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguélé, parce que quand il est arrivé à la police, il y avait de l'espoir. Ouais. Sa manière de gérer la police, tout le monde était content sur le vestimentaire des policiers, sur le comportement des policiers. Et avec l'arrivée du passeport, la production du passeport en 48 heures, vraiment on se disait que bon voilà, enfin, si on parle d'émergence, nous pensons que nous sommes en train d'aller vers l'émergence. Mais il y avait ce couac là de la carte nationale d'identité et qui
ce qui avait du mal à être, cet équivoque qui avait du mal à être levé. Si aujourd'hui on nous rassure que, comme Cameroun Tribune l'a si bien titré, ça ira plus vite. On parle de décembre, dès décembre. Nous pensons que c'est une très bonne nouvelle et nous souhaitons seulement que ce ne soit pas comme ça a souvent été le cas avec certaines nouvelles, quand on nous dit que bon voilà, tel jour il y aura ceci et puis après ce jour-là il n'y a pas ça. Donc nous disons que nous on se dit, hein, ça c'est l'analyste qui parle, hein. Je me dis que avec les problèmes, les tensions de caisse, les tensions financières que connaît le Cameroun, certainement il y avait des négociations dans l'ombre, hein, et donc si on a pu payer le prix, et aujourd'hui je pense que c'est une très bonne nouvelle. Donc nous attendons tout simplement décembre et on va voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, on appelle les Camerounais à garder espoir, comme nous autres ici. D'accord. On garde espoir, production, délivrance des cartes nationales d'identité. Bientôt 48 heures, ce sera effectif. Une lueur d'espoir. Oui, une lueur d'espoir. Déjà, cette nouvelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez, j'ai fait Yaoundé Kiossi. Si vous faites Yaoundé Kiossi, il est mieux d'oublier votre argent que d'oublier votre carte d'identité. Là, vous voyez l'importance de la carte nationale d'identité. Vraiment, si nous arrivons en décembre et que effectivement nous avons eu ce que le délégué général de la Sécurité nationale a promis, parce que ce n'est pas seulement au niveau de 48, c'est aussi au niveau des postes, la manière de travailler. On passe de 280 postes de travail à 543 postes de travail. Donc, on a maintenant Yaoundé, on aura Yaoundé, Douala et Garoua. Donc on a un peu décentralisé aussi cette gestion qui était seulement centralisée à Yaoundé. Donc je pense que c'est quelque chose de nouveau. Nous attendons effectivement, parce qu'on a parlé du passeport. Beaucoup de Camerounais ont été sceptiques en disant qu'on ne peut pas avoir le passeport en 48, mais aujourd'hui le délégué général de la Sécurité nationale a prouvé le concret. Donc nous attendons et nous disons aussi merci au délégué général de la Sécurité nationale de voir que les Camerounais ont vraiment besoin d'avoir leur carte nationale d'identité. D'accord. Merci beaucoup à Don Gachou. Lorsqu'on lit quand même les termes du contrat, on voit également qu'il y aura donc la construction de 3 nouveaux centres dans 3 villes, Yaoundé, Douala, Garoua, comme le précisait tout à l'heure Christian Noël Kaldiop, et d'autres points d'identification qui doivent être mis sur pied. Est-ce que cela, au regard des tensions financières dans notre pays, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça ne va pas prendre plus longtemps que prévu, lorsqu'il faut d'abord construit avant donc de mettre même en œuvre ce processus? En réalité, moi, lorsque j'ai vu la signature de contrat hier entre le directeur général, le délégué général, autant pour moi la Sécurité nationale, le divisionnaire Martin Magangele et le président du conseil d'administration d'Argentique, c'était un ouf de soulagement. D'abord parce que on se rend compte que même si le contexte nous pousse à réfléchir, que pour une fois, on a des responsables qui veulent le bien des citoyens, même si on peut, lorsqu'on regarde le contexte, dire que bon, est-ce que ce n'est pas déjà une forte odeur de campagne qui se lie, mais c'est quand même une solution parce que faut pas perdre de vue que pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il puisse signer cette fameuse note qui disait que bien que le récépissé soit périmé, on peut continuer à circuler. Pendant longtemps, le problème de saignée a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes aux Camerounais. Et je crois que c'est une solution. Parce que si on peut faire le passeport en quelques heures, 72 heures je crois, pourquoi 48 heures parfois ça sort avant effectivement, jours, pourquoi la CNI ne devait pas être pareil? On comprend que c'était peut-être fait à dessein, mais aujourd'hui, comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Maintenant, ça entraîne effectivement des coûts dans le trésor public. Vous savez, aujourd'hui, on devrait plutôt bagarrer pour stabiliser un ensemble de choses et capitaliser de l'existant. Ça, c'est mon avis. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes en 2024, l'année prochaine,
on sait que beaucoup de fonds seront engendrés pour des élections et tout ce qui va avec. Ça va nous créer beaucoup de problèmes. Or, on gagnerait, je l'ai dit en off ici, à mon aîné Antoine, avant que l'émission ne commence, qu'on gagnerait, pourquoi pas, à utiliser des infrastructures existantes pour commencer à faire cela, même si on va me parler des questions de normes. Vous savez, on a des thèmes qui peuvent être employés dans ce contexte. On a la rénovation qui peut entrer en jeu. Si on se rend compte qu'on a des infrastructures qui ne cadrent pas avec la norme de production et le type de matériel qui sera mis sur pied pour d'abord sauvegarder le peu de fonds qui nous reste encore. On pourrait quand même rénover certains bâtiments publics qui croulent sans exploitation et les exploiter. C'est mon avis qui peut bien être ne pas trouver un assentiment. Moi, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que nous avons beaucoup de problèmes. Au lieu de construire 3 nouveaux bâtiments, on peut injecter ça dans les hôpitaux, on peut injecter ça dans beaucoup de secteurs qui aujourd'hui nous avons besoin pour notre subsistance. Aujourd'hui on parle des problèmes d'approvisionnement en eau potable, même si le directeur général Blaise Moussa fait beaucoup pour que le Cameroun soit connecté en eau potable, mais ça n'empêche pas que beaucoup reste encore à faire. On peut injecter ça là-bas. Moi c'est mon point de vue, mais sinon le contrat qui a été signé hier, pour moi ça augure des lendemains meilleurs, parce que c'est un peu ce type d'annonce. Quand on avait vu avec le passeport, beaucoup de Camerounais hésitaient, mais aujourd'hui c'est un fait et c'est à saluer. Et justement, s'il appuie avec les passeports, ne peut que donner davantage de crédit pour se dire forcément ça va se faire avec les cartes nationales d'identité. Mais est-ce que vous êtes de l'avis d'Aldun Gatchou que la construction de nouveaux bâtiments vont donc contribuer peut-être à perdre davantage de temps ou alors à utiliser plus de fonds qu'il n'en fallait? Non, moi je pense que il faut pas, non seulement il ne faut pas lire dans la boule de cristal, mais ce que je voudrais dire que un État fonctionne avec des projections, parce que le budget c'est une projection. Et donc si aujourd'hui on vient faire cette annonce, ça veut dire que ça a été prévu dans le budget de l'année civile 2024, dans la loi des finances. Ouais. Donc je pense que là-dessus il n'y a pas un problème de fonds. Et à partir de novembre, la session de novembre, on va voter une loi, la loi des finances 2025, qui va gérer les questions électorales, puisque c'est une année électorale. Donc, je pense que l'État sait comment il s'organise pour gérer un ensemble de contingences. La seconde chose que je voudrais dire là-dessus est que, en fait, Martin Bargangele montre à d'autres administrateurs de notre pays, aux autorités de notre pays, qu'en réalité, tout le charabia que certains viennent souvent nous raconter, c'est des histoires. Ils montrent qu'effectivement, c'est possible, que c'est même possible d'atteindre l'émergence en 2035. Parce que, voyez-vous, pour produire la carte, le passeport en 48 heures, ça lui a fallu combien de temps? Une décision juste. Oui, juste une décision, un partenaire, une volonté, une décision, un partenaire. C'est tout. Et puis ça s'est passé. C'est la même chose qu'il est en train de faire avec... je suis sûr peut-être à 200% que ce sera possible dès décembre. Parce que connaissant l'homme. Donc il fait la démonstration de ce que le président de la République, les ambitions de M. Paul Biya, le président de la République, sont des ambitions sérieuses. Et mesurées. Et mesurées. Et que il y a un ensemble de c'est à chaque collaborateur d'opérationnaliser. Donc si on a des problèmes aujourd'hui, c'est un problème de certaines personnes. Puisque lui démontre, il n'est pas le seul, il y en a. Si vous arrivez au port autonome de Douala, vous allez voir qu'il y a des résultats là-bas depuis quelques années. Il y a d'autres, il y en a. Si vous arrivez à ceux qui s'occupent de la sécurité sociale, je ne vais pas citer le nom, pour ne pas faire la publicité, et vous allez vous rendre compte que les pensionnés depuis un certain n'ont pas de problème. Vous allez peut-être que le chiffre d'affaires a explosé. Vous arrivez au niveau de la police, vous vous rendez compte qu'il y a des résultats là-bas qui sont sérieux. Ça veut dire que c'est donc un problème d'homme. Les autres, en fait, il est en train de vous démontrer que vous avez la possibilité de changer le destin de ce pays, mais qu'en fait, si ce pays ne change pas de destin, certainement,
il y a quelques personnes qui traînent le pas ou bien qui ont d'autres agendas. D'accord. Dans tous les cas, on est un tout petit peu rassurés, mais davantage les Camerounais qui nous suivent doivent être rassurés, eux qui ne connaissent peut-être pas tous les efforts qu'a déjà consenti donc la DGSN pour résoudre ce problème, parce que depuis 2021, lorsqu'on a eu des mouvements qui se sont créés, je veux ma CNI, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises sur pied pour essayer de rechercher en ligne, pour essayer de se rassurer quel est le problème que ma CNI a, mais finalement il y aura donc une solution. Mais est-ce que vous pensez que cela va finalement résoudre le problème de double identité qu'on a connu jusqu'à présent, avec des personnes qui ont peut-être fait ici, n'ont pas terminé, ont fait cela, ou tout simplement ont changé des âges? Oui, mais si vous avez changé l'âge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, si vous faites votre carte d'identité devait sortir. Parfois même, ce n'est pas le problème de la personne, ni de... C'est peut-être qu'on a fait une erreur de saisie et on a mis... Parce qu'à chaque fois que le fichier, je pense, bon, en tant qu'informaticien, je peux comprendre qu'il y a toujours une comparaison entre le fichier d'avant et ce que vous venez de faire après. Et s'il y a seulement un décalage, soit sur l'acte, sur la date de naissance, ou bien quelque chose, bien un mot, ou bien un prénom, ça signale que c'est un faux et on vous met de côté. Mais pour moi, on devait être capable de gérer cela. Je m'inquiète beaucoup plus sur absolument les actes de naissance qui permettent de faire ces cartes d'identité. Est-ce que la sécurité va prendre aussi, on va prendre le temps de bien vérifier, parce que c'est quand il y a un mécanisme qui permet de vite faire la carte d'identité, il y a souvent certains problèmes qu'on doit gérer au préalable. Ceux qui veulent vite avoir, on aura si on ne fait pas attention, on aura les Centrafricains qui vont avoir la carte d'identité du Cameroun facilement, parce qu'au Cameroun on fait rapidement. Il faudrait que, même au niveau des actes qu'on puisse avoir, on puisse vraiment identifier et prendre toutes les mesures. Il faudrait que quand tu déposes, que ça fasse 2 jours. Et avant de déposer, il faut un système de contrôle qui permet d'identifier que vraiment vous êtes réellement un Camerounais. Donc c'est un peu ça mon inquiétude. Mais pour moi, je me dis que l'acte du délégué général de la Sécurité nationale est salutaire, et ça montre qu'au Cameroun, il y a des hommes d'honneur, des hommes qui aiment vraiment le pays, qui aiment le développement de leur pays, qui inspire donc l'exemple. Et donc on va sortir finalement avec vous également. Qu'est-ce qu'on retient pour les Camerounais? Qu'est-ce qu'on doit dire aux Camerounais et tout ce qu'on retient de ce moment d'échange? On va commencer avec vous, Aldon Gatcho. La première des choses que je pense qu'on devait retenir, c'est de laisser l'entraîneur national poursuivre son travail sereinement et de l'accompagner. Car peu importe de quel camp nous sommes, au finish, on ne doit pas perdre de vue que la seule chose qui doit prévaloir, c'est l'intérêt commun, l'intérêt de la nation. Et puis, je vais inviter les parents à être encore un peu plus responsables. C'est vrai, les temps sont durs, mais quelqu'un avait dit que c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Et c'est en ça que je dois inviter les parents à redoubler d'ardeur et à revenir aux fondamentaux. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et enfin, nous sommes à la veille de l'unité nationale. Je dois saluer l'effort de nos hommes de maintien de l'ordre, que ce soit les policiers, les gendarmes, les militaires. Ils abattent un travail de fond, surtout quand on connaît ce qui sévit du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Et d'abord, je vais avoir également une pensée pour tous ceux-là qui ont perdu un homme, que ce soit du côté de l'armée ou que ce soit du côté des populations dans cette guerre, dont on appelle à un cessez-le-feu et un vrai dialogue pour que les choses redeviennent comme avant, surtout que nous sommes à la veille des échéances très importantes pour le pays tout entier. D'accord, merci. On va sortir également avec vous, Antoine Zanga. Justement, nous nous acheminons vers la fête de l'unité, et donc tous les Camerounais doivent faire bloc sur tous les sujets. Et il faut se débarrasser des intérêts personnels. Il faut généralement que chacun à son niveau pense d'abord au Cameroun, parce que nous n'avons que le Cameroun, du moins pour nous autres, nous n'avons que le Cameroun, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la sécurité nationale ou bien dans les autres domaines. Nous n'avons que, il faut faire bloc. Et il faut toujours se dire une chose, que l'histoire va retenir que tel a fait ceci,
tel n'a pas fait ceci. Donc moi je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Donc je salue à la fin le travail que M. Marganguele est en train de faire. Je voudrais appeler les autres à faire comme lui, tout comme monsieur, pour sortir, l'ancien délégué, le président des régions, la région du centre, monsieur Timi Evuna, qui aussi en son temps, quand il était à la délégation, il était à la grande mairie, il a aussi montré que il était possible de changer les choses dans ce pays. Je pense que ce sont ces aînés-là, pour moi, ils restent les vrais influenceurs. Les rôles modèles. Il faut que les Camerounais soient convaincus qu'il est possible de changer ce Cameroun et que chacun travaille à son niveau. Le président Paul Biya l'avait dit, ne vous demandez pas toujours ce que le Cameroun a fait pour vous, mais demandez ce que vous avez fait pour le Cameroun. Merci beaucoup Antoine Zanga. Peut-être on va également dire que dans chaque chose que nous faisons comme si on était la seule personne à la faire sur la terre. Essayons de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous avons à faire pour impacter, comme ces figures que nous avons tout à l'heure citées sur ce plateau. Merci également à Christian Noël Kaljop. Merci à Dengachou et vous, fidèles téléspectateurs. Que vous dire si ce n'est ma reconnaissance pour votre fidélité en cette édition, et on se voit demain lorsqu'il est 13h sur les antennes de Camtis Télévision. Restez connectés. Merci également à toute l'équipe qui a été mobilisée pour donc la réalisation de ce programme. Portez-vous bien. Je vous dis à demain.